Hello, moi c'est Cécile. En bon enfant des années 90, je suis en pleine crise existentielle pré-trentaine. Du genre, qu'est-ce que je veux faire quand je serai grande? Est-ce que je suis vraiment bien dans ma vie? Et surtout, c'est quoi le sens de tout ça en fait? Ni vraiment Gen Z, ni complètement millennials. Je fais partie de cette génération un peu paumée, il faut le dire, au futur incertain et aux pensées comparables à un tas de gribouillis. Comme vous, j'ai plein de questions. Et je vous préviens tout de suite, j'ai zéro réponse. Rien, niet, nada. Mais en parler pour se sentir moins seul, ça réchauffe toujours un peu le cœur. Ici, pas de coach de vie, pas de recette miracle. Juste des réflexions en vrac, des interrogations et une porte ouverte pour tenter d'y répondre. Bienvenue dans Flou, un podcast aussi flou que nos avenirs pour les cerveaux un peu embrouillés. Hello la team et bienvenue dans ce 10e épisode de Flou. Waouh, mais 10 épisodes déjà, comme le temps passe vite. Et pour l'occasion, je n'ai pas prévu d'épisode spécial parce que je viens de m'en rendre compte en direct live là, mais par contre, on va parler d'un sujet d'utilité publique sans exagération aucune. Ce n'est pas une légende, la mauvaise foi existe depuis la nuit des temps, mais dernièrement, j'ai l'impression que c'est devenu un sport national. On la retrouve dans des débats interminables entre potes où personne veut lâcher le morceau, en couple où personne ne veut reconnaître ses torts, au travail où avoir tort peut être perçu comme un manque de compétences. Je ne vous parle même pas des réseaux sociaux ou du monde politique parce que là, c'est vraiment le pompon sur la Garonne, le championnat du monde du « je ne me suis jamais trompé de ma vie ». Alors pour vous aider à supporter vos collègues, vos voisins, vos potes ou vos mecs, je me suis dit qu'il était temps de faire un épisode pour comprendre pourquoi veut-on toujours avoir raison même quand on a tort. Et vous noterez que j'ai volontairement dit vos mecs et pas vos meufs, parce que bien évidemment, elles ont raison 90% du temps, et les 10% restants, c'est simplement qu'elles n'ont pas bien compris ce que vous racontiez. Donc finalement, c'est de votre faute, exprimez-vous mieux. Non, en vrai, je rigole bien sûr, mais normalement là, j'ai déjà agacé la moitié des auditeurs, et vous allez me dire que j'ai tort, donc c'est nickel, au moins on est à fond dans l'ambiance, c'est parti. De nos jours, on dirait que tout le monde joue au même jeu, imposer sa vision du monde coûte que coûte. Et déjà en 1886, le philosophe Nietzsche avait capté ce problème. Il disait « il n'y a pas de faits, seulement des interprétations ». Cette phrase colle tellement bien à notre époque. J'ai l'impression qu'on n'essaie même plus de savoir ce qui est vrai ou faux, on a notre avis et tout ce qui compte, c'est que notre interprétation soit suffisamment solide pour qu'on ne la remette pas en question, afin de rester dans notre petit confort tout doux. Attention, je jette la pierre à personne, que ce soit clair. Je ne suis pas en reste et loin de là. Les forcenés m'exaspèrent, mais si je dois être vraiment honnête avec vous, j'ai également mon petit côté Miss, j'ai toujours raison. Je lutte, mais les rechutes arrivent de temps en temps. Alors let's go, c'est parti pour disséquer ce comportement étrange, presque viscéral, et essayer de comprendre pourquoi veut-on à tout prix avoir raison, même quand on a tort. On va voir qu'il y a toute une pile de facteurs qui s'empilent et s'accumulent pour nous donner l'illusion d'être de grands savants, mais on va commencer notre investigation par la base de la base, j'ai nommé notre cerveau. Quel organe extraordinaire, si complexe qu'il donne du fil à retordre aux plus brillants scientifiques, si génial qu'il parvient à emmagasiner tous nos apprentissages, nos souvenirs et nos sensations. Et pourtant, c'est aussi l'organe le plus traître. Parce que ce monstre de données et de savoir n'est pas là pour nous faire voir le monde avec justesse. Non, il est là pour nous protéger. Et cela passe par le maintien d'un alignement interne entre ce que l'on est, ce que l'on pense, ce que l'on ressent et nos actions. Et pour ça, le fourbe, il est prêt à tricher, à tordre la réalité, à modifier des souvenirs et combler des trous par des souvenirs fabriqués de toutes pièces si besoin. Ce serait un peu l'image d'un canapé tout usé et cabossé sur lequel on rajoute plein de coussins et de plaids pour qu'il reste malgré tout confortable. Je vous l'accorde, la métaphore est pas ouf, mais vous avez capté l'idée. Et notre cerveau le fait parce que ce qui compte le plus, c'est le confort et la cohérence. C'est un peu paradoxal, on le verra par la suite, parce que ce besoin de cohérence mène finalement à tout un tas d'incohérences. L'étude The Illusion of Information Adequacy, publiée dans la revue scientifique PLOS ONE, montre que des personnes prenant une décision avec 2 fois moins d'informations se déclarent plus confiantes que celles qui ont accès à toutes les données dès le départ. En gros, moins on sait, mieux on se porte. C'est comme si le cerveau digérait mieux une histoire incomplète mais stable, plutôt qu'une vérité complexe et bancale. Et ça, on le voit tous les jours à des échelles différentes. Ça peut être sur des sujets cruciaux comme l'écologie, où certains préfèrent faire l'autruche en rabâchant des théories fumeuses du style « Mais non, mais la planète ne se réchauffe pas, t'inquiète, on n'a jamais eu d'hiver aussi froid que cette année ». Mais ça peut aussi être dans le quotidien.
On interprète un silence, une conversation par message ou un échange de regards et on se raconte une version entière d'une situation en se disant « Ok, j'ai compris ». Alors qu'en réalité, on n'a rien compris du tout. On a juste rempli les blancs pour rester confortable et cohérent. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, l'information circule beaucoup trop vite pour que notre cerveau ait le temps de se l'approprier et de la traiter correctement. L'intérieur de notre tête, c'est un peu devenu la tour de contrôle de Roissy-Charles de Gaulle. Est-ce que ça confirme ce que je pense déjà? Non. Ok, alors ça dégage. Oui, allez, ok, on peut laisser passer l'info. Mais dépêche, il y en a une nouvelle qui arrive. Notre cerveau adore ce qui est familier et ce qui va dans son sens. Mais attention, s'il sent une contradiction, l'alarme se déclenche. Et cette alarme, ça s'appelle la dissonance cognitive. Ce concept a été théorisé en 1957 par le célèbre Léon Festinger, à qui on doit beaucoup parce qu'il ressort quasi dans chaque épisode de Flou. Pour faire simple, la dissonance cognitive, c'est le moment où une information va venir titiller notre vision du monde et ainsi créer une tension intérieure. Pour répondre à cette tension, notre cerveau va chercher à l'apaiser et à réduire l'inconfort. L'information va alors devenir une pâte à modeler modulable à souhait, qu'on peut reformuler, modifier, relativiser à notre guise pour que ça rentre dans notre cohérence personnelle. Mais parfois, il arrive que la pâte à modeler, elle s'étire pas suffisamment et qu'on cherche une autre porte de sortie face à cette information trop lointaine de notre réalité. Notre brillant esprit va alors faire appel à un second mécanisme qui n'est autre que le déni. Et s'il y en a un qui a pas mal bossé le concept du déni, c'est Freud. Pour lui, le déni, c'est pas un mensonge à moitié volontaire. C'est vraiment quelque chose d'incontrôlable sur lequel on n'a pas la main. C'est un profond refus inconscient de la réalité parce que l'admettre provoquerait trop d'angoisse. En fait, le déni, c'est un véritable mécanisme de défense pour mettre une info qui dérange à distance de sa vision. Et dans la vie quotidienne, ça donne des situations hyper banales. Un tel ne se sent pas bien dans son couple, mais continue à parler de projets sur le long terme. Bidule sait que son travail le rend profondément malheureux, mais continue de répéter « non, mais ça va passer ». Quelqu'un entend une critique juste, mais va immédiatement la catégoriser comme « too much », parce que la prendre en compte, ça modifierait trop ses habitudes et sa perception du monde. Ce n'est pas de la mauvaise foi au sens propre, c'est plutôt un mécanisme qui vise à réduire l'angoisse. Ok, notre cerveau bug et bidouille la réalité, c'est un fait. Mais on ne peut pas rejeter uniquement la faute sur lui et se dédouaner en mode « Ah, mais désolé, j'y suis pour rien, c'est mon cerveau ». Non. Parce que sur ce point-là, on est tous logés à la même enseigne. Alors qu'est-ce qui fait que certains vivent nettement plus mal que d'autres le fait d'avoir tort, au point de ne même pas vouloir le reconnaître? La vérité, c'est qu'avoir raison nous apaise. On n'écoute pas les discussions et autres débats pour comprendre, mais pour se défendre. Tout se joue entre soi et soi-même. Défendre notre image, notre vision, notre réalité. Dans une conversation, il y a toujours plus que des arguments. Il y a des enjeux de pouvoir, de reconnaissance, de statut. Le peintre Francis Bacon a dit « Le savoir, c'est le pouvoir ». Et c'est vrai. Celui qui sait peut alors imposer ses arguments, mais aussi son cadre et une certaine hiérarchie implicite se crée. Ce fonctionnement, on le retrouve pas que sur des plateaux télé et autres débats politiques, mais bien dans toutes nos relations sociales, à des degrés plus ou moins forts, bien évidemment. Et c'est là que notre cher Bourdieu intervient. Pour lui, chaque interaction sociale est une scène où nous cherchons tous à préserver ce qu'il appelle le capital symbolique. Notre honneur, notre valeur aux yeux des autres, etc. Même quand on parle météo, organisation de vacances ou choix de restaurant, quelque chose se joue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un truc et que la personne en face de vous réponde « non mais » et répète exactement ce que vous venez de dire en changeant un peu la formulation? C'est hyper énervant et en même temps, c'est la parfaite illustration du propos. Ils savent que vous avez raison, mais ils ont besoin eux aussi d'être dans le vrai. C'est comme si avoir tort venait menacer ce que nous sommes entièrement, notre place, notre légitimité. C'est pas tant l'erreur qui compte, c'est plutôt ce qu'elle dit de nous. Qu'on se le dise, il y a un vrai souci d'ego fragile dans cette histoire. Vous voyez ces micro-scènes du quotidien? Quand ton pote s'accroche à un détail factuellement faux, que tu sens qu'il commence à se rendre compte de son erreur, mais que c'est trop tard, il peut plus faire marche arrière. Bref, il s'accroche, quitte à tomber dans l'absurde. Je veux bien reconnaître que ça fait mal de dire « ok, j'ai tort », surtout face à certaines personnes. Mais vouloir avoir raison à tout prix, c'est vraiment à mi-chemin entre l'orgueil et la connerie. Vous m'avez pas demandé mon avis, mais je vous le donne quand même. Perso, j'ai plus tendance à respecter quelqu'un qui reconnaît ses torts et à trouver franchement ridicule celui qui s'entête. Enfin bref, finalement, avoir raison, ça agit comme un stabilisateur pour ceux qui se sentent menacés, comme si leur vision du monde vacillait. Voilà pourquoi on s'engueule parfois si fort sur des sujets dérisoires, pourquoi les débats dégénèrent ou pourquoi on coupe la parole. C'est pas une question de vérité, c'est une question de place et de protection de soi-même.
C'est aussi pour ça qu'on a tendance à s'entourer de gens qui nous ressemblent, des gens qui pensent comme nous, qui valident nos opinions, qui nous rassurent dans nos insécurités et qui ne nous mettent pas en colère quand un avis diverge. Ils sont doux, ces gens-là, c'est confortable. Ça donne l'impression d'être du bon côté, d'être compris, d'être normal. Sauf que le revers de la médaille, c'est que le monde devient beaucoup plus violent à encaisser le jour où on se confronte à l'extérieur. Une mauvaise rencontre, les réseaux sociaux, une élection, et là, bam, on constate réellement que d'autres opinions existent et on se demande: mais d'où sortent ces gens? Combien sont-ils? Où vivent-ils? Comment peuvent-ils penser comme ça? Cette sensation étrange d'incompréhension est très désagréable et vient mettre un coup de pied dans notre bulle de certitude pour nous rappeler que dehors, ce n'est pas le monde des bisounours. Quand je me suis lancée dans la réflexion de cet épisode, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Victor. Victor, c'est un ancien collègue et probablement la personne avec laquelle je suis le moins d'accord sur cette planète. Et quand je dis ça, c'est un euphémisme. Pendant presque 1 an, on a covoituré matin et soir, plusieurs fois par semaine pour aller au boulot. Et chaque trajet me tapait sérieusement sur les nerfs. Je vous jure, je commençais chaque journée de travail en colère. On savait que nos visions du monde étaient profondément différentes et impossibles à concilier, et je soupçonne d'ailleurs Victor de savoir précisément où appuyer pour me faire vriller et de s'en être donné à cœur joie durant toute cette période. Bref, vous avez compris, la tension était palpable. Heureusement, on n'était pas tout seul dans cette voiture, et d'autres gentils collègues étaient là pour apaiser les tensions et rendre les trajets un peu plus agréables, parce que sinon, je ne sais pas comment ça se serait terminé. J'exagère à peine, mais ce que je veux dire par là, c'est que Victor fait partie de ces gens avec lesquels il est impossible de débattre, parce que rien dans le fond ou la forme ne va. Et en rédigeant l'épisode, j'arrêtais pas de penser à nos échanges et je me suis rendu compte que j'étais toujours persuadée d'avoir raison face à lui. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui, je suis persuadée d'avoir raison face à lui. Je me sentais même toujours supérieure à lui en me disant mais oh là là, mais quel gland de penser de cette manière. Puis j'ai réalisé que lui aussi, de son côté, devait penser exactement la même chose en entendant mes propos. Alors voilà, j'ai retroussé mes manches, soufflé un bon coup et j'ai contacté Victor. Waouh! Franchement, qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous, auditrices et auditeurs de Flou? J'ai voulu essayer de comprendre ce qui se jouait de son côté, savoir ce qu'il ressentait dans ces moments-là. Essayer au moins une fois d'écouter pour comprendre son fonctionnement et non pour défendre mon point de vue. Mais malgré tout, je reste humaine, j'ai mes failles, alors pour éviter que ça tourne au vinaigre, on a réalisé cette petite interview par vocaux WhatsApp et non pas en physique dans la même pièce. Et comme d'habitude, je laisse Victor, le témoin principal de l'épisode 10, débuter par sa petite présentation. Hello, moi c'est Victor, je suis un ancien collègue de Cécile. On a eu le bonheur de partager des covoiturages entre Annecy et Genève pas mal de fois, avec d'autres collègues aussi, malheureusement pour eux. Ils ont pu être témoins des quelques débats qu'on a eus avec Cécile, sur lesquels on arrivait rarement à être d'accord. Et donc c'est pour ça que je viens de donner mon avis ici sur ce podcast. Voilà, au moins vous avez la preuve que je ne vous ai pas menti, Victor et moi sommes totalement incompatibles. Allez, let's go. Première question. Victor, qu'est-ce que tu te dis lorsque tu entends quelqu'un tenir des propos avec lesquels tu n'es pas d'accord? Avant de répondre à la première question, je pense qu'il est important de se faire une différence dans quel cas la personne va avoir des propos avec lesquels je ne suis pas d'accord. Si premièrement c'est une personne que je connais, si c'est une personne que je connais pas, si c'est une personne que j'apprécie, une personne que je n'apprécie pas, ma réaction va être vraiment différente. Et je pense que c'est nécessaire de le préciser. Sur la partie donc quand une personne, mettons que je connais, dans le cas par exemple de Cécile, si elle va tenir des propos avec lesquels je ne suis pas d'accord, et c'est déjà arrivé plus d'une fois, je vais avoir tendance à être sur la défensive. Pourquoi je vais être sur la défensive avec les gens que je connais? Parce que souvent, j'ai envie que les gens que je connais et que je côtoie et avec qui je parle, partagent mes opinions. Et donc forcément, si la personne ne partage pas mes opinions, il y a de grandes chances que je sois un peu sur la défensive, en voulant prouver que mes opinions sont les meilleures. Ce qui est pas forcément la bonne démarche, on est d'accord là-dessus. En revanche, si je tombe sur quelqu'un que je ne connais pas, qui va avoir un avis différent du mien, ça va plus me passer au-dessus et je vais avoir moins tendance à rentrer dans un débat puisque finalement, l'avis des gens que je ne connais pas m'atteint moins et donc je n'ai pas forcément d'intérêt à argumenter là-dessus. Pour revenir du coup à nos débats, je pense qu'il y a des sujets aussi qui vont être plus, tendancieux que d'autres. Il y a des sujets sur lesquels, je vais pas réagir sur la défensive parce que c'est un sujet qui va pas forcément m'atteindre. Par contre, dès l'instant où on parle de sujets, qui me tiennent à cœur, on a beaucoup parlé de religion, notamment avec Cécile. Là, c'est vrai que ça va être plus difficile, de réagir, sainement et en réfléchissant. Finalement, je pense que c'est dès qu'on met de l'émotion, forcément la personne qui va dire quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, ça va me mettre dans un statut défensif et le but ne sera plus de faire quelque chose de constructif, mais plus de se protéger et de protéger son point de vue. Qu'est-ce qui, dans mes mots,
te fait réagir le plus fort? C'est le ton, c'est l'idée que j'émets, c'est le sentiment d'être contredit? Dans les mots de Cécile, je pense que ce qui, en premier lieu, me faisait réagir, c'était le côté un peu provocateur sur le ton avec lequel tu pouvais apporter tes idées. Je pense qu'on commençait par se connaître et donc on savait les propos qui allaient être dits et comment ils allaient être interprétés par l'autre partie. Et donc je pense qu'on en jouait tous les deux aussi pour bah, voilà, envoyer des pics plus que finalement faire un débat constructif. Je pense que ce qui me fait réagir le plus fort, ça va être plutôt l'idée générale que qu'autre chose, puisque finalement le ton, c'est pas quelque chose qui va m'atteindre plus que ça, dès l'instant où ça reste un ton cordial et que c'est pas, enfin, je veux dire, une attaque. Mais sinon, ouais, non, c'est plutôt sur le fond des idées où, ce qui me met un peu hors de moi, c'est souvent quand je connais quelqu'un, que j'estime quelqu'un et que cette personne se retrouve à avoir une idée que je juge particulièrement idiote et bah, forcément ça me fait un peu vriller dans mon cerveau et alors, qui suis-je pour juger cette idée idiote? Ça, c'est pas le débat du jour, mais c'est du moins le ressenti que je construirais vis-à-vis de quelqu'un, en fait, qui me contredit. C'est que si je suis persuadé que je suis dans le juste et que c'est une personne que je considère avoir la même capacité que moi à juger que c'est la bonne réponse, et bien, finalement, je trouve ça, étrange que ce soit pas le cas et donc ça peut me faire mal réagir. Donc typiquement, je dirais, c'est vraiment l'idée. Finalement, être contredit, c'est pas forcément quelque chose qui me fait réagir le plus parmi les 3 critères. 2 secondes là. Est-ce qu'on est d'accord qu'il vient de dire en soum soum qu'il m'estimait ou j'ai mal compris? Bref, on avance. Victor, quel est ton premier réflexe dans ces moments-là? Essayer de comprendre le point de vue de l'autre? Contredire? Convaincre? Mon premier réflexe, ça va être d'être sur la défensive, et d'essayer de prouver que mon point de vue est meilleur que celui de l'autre. Et je pense que c'est que dans un second temps que je commence à me mettre un peu de plomb dans le crâne et écouter ce que l'autre a vraiment à dire et finalement, commencer une discussion un peu plus constructive. Je pense qu'il y a vraiment pas mal de fois où finalement le débat, est abordé, était plutôt, intéressant au départ et puis finalement, l'idée de Cécile, par exemple, allait être, la bonne. Finalement, elle pouvait avoir raison et plutôt d'accepter ça, je pense qu'il y a un stade où on rentre dans une situation où j'ai tendance à rentrer dans une situation de conflit, où finalement le jeu, c'est plus tellement de débattre, mais plutôt de pousser l'autre à bout, finalement. Et je pense que c'est un peu ça le problème. Donc, premier réflexe, c'est d'être sur la défensive malheureusement, c'est quelque chose que j'essaie de travailler parce que c'est vrai que je pense que c'est mieux de pouvoir, avoir une oreille attentive et une écoute, dès les premiers instants, plutôt que d'avoir vraiment ce côté, défenseur de son point de vue, et ce qui fait du coup après des débats qui sont un peu stériles. Qu'est-ce que ça te ferait d'admettre, même 2 secondes, que je puisse avoir raison? Très honnêtement, admettre que quelqu'un d'autre a raison, ça me coûte pas tant que ça de le faire intérieurement, mais par contre l'admettre extérieurement, là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que partir du principe que les gens débattent avec moi et parfois on a des débats houleux et Cécile, et moi, on en avait beaucoup, surtout sur des sujets sur lesquels on était vraiment foncièrement pas d'accord. Ça n'empêche pas que même si en fait, extérieurement, je parais comme, bah, voilà, quelqu'un qui ne change pas d'avis et qui, n'écoute pas forcément les arguments des autres et qui va s'enfermer dans sa défensive. Je vais pour autant quand même entendre ce qu'on me dit et de mon propre chef, me remettre en question plutôt a posteriori, plutôt, en dehors de la discussion et sans aucunement que l'autre personne soit au courant finalement. Ce qui est un peu peut-être, étrange aussi comme manière de fonctionner. Mais, dans l'idée, voilà, sur certains points de vue, je pense honnêtement, que sur les débats, Cécile a eu, une paire de fois raison. Et elle avait des points de vue qu'elle défendait avec envie, donc ça, c'était chouette. Et c'est vraiment ce côté de se dire, bah, voilà, dans les discussions, oui, si tu as raison, je peux le concevoir sans trop de problèmes. Par contre, le dire, ça, c'est un autre débat. Donc intérieurement, l'admettre, pas de problème. Extérieurement, plus compliqué. Est-ce que tu as l'impression que avoir tort, ça change quelque chose à qui tu es? J'avoue que je vais pas beaucoup t'aider sur cette question, Cécile, parce que je ne saurais trop dire. Je pense pas, parce que très honnêtement, j'ai pas l'impression qu'avoir tort, ça change quelque chose à qui je suis. C'est plutôt, je suis quelqu'un qui est assez entier, qui a des convictions et donc, je pense que ces convictions sont justes. Maintenant, le fait d'avoir tort, est-ce que ça pique dans mon ego? Oui, totalement. Est-ce que c'est agréable? Non, je dirais pas ça. Mais par contre, est-ce que ça change quelque chose à qui je suis dans le fond? Non, je pense pas. Quand tu défends ton point de vue, tu défends une idée ou tu te défends toi-même? Quand je défends mon point de vue, je pense que je défends mon idée, je défends mes valeurs.
plus que me défendre moi-même. Finalement, c'est un ensemble de choses. Je vais défendre, oui, certes, l'idée qui est en lien dans le débat directement. Si c'est une idée qui me tient à cœur, je vais aussi défendre, les autres choses que j'associe à cette idée. Typiquement, si, c'est un débat sur, par exemple, le vol étant pour moi, intolérable pour plein de raisons différentes, d'un point de vue, ne serait-ce déjà que légal, mais aussi d'un point de vue éthique. Je trouve qu'il y a ce côté de se dire, si on débat là-dessus, je vais défendre l'idée que je n'aime pas le vol et je vais défendre aussi tout ce qui se rapproche à ces mêmes valeurs. C'est-à-dire que, je vais élargir sûrement le l'idée. Ce sera pas juste une idée, ce sera pas non plus ma personne, mais finalement ça va être une défense plus globale, d'une association d'idées, je dirais, sur, le même thème avec des valeurs qui me sont chères. Finalement, ça revient pas à se défendre soi-même, mais, à force de réfléchir en le disant. Mais, je pense que oui, l'idée, c'est le point de départ et après souvent ça extrapole et donc on en vient à défendre un ensemble d'idées, des valeurs et donc oui, on pourrait dire, se défendre soi-même. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi si tu avais tort sur quelque chose d'important? Si j'ai tort sur quelque chose d'important, je pense que je suis déçu, déçu et j'ai, la sensation d'avoir raté quelque chose, malgré moi, hein. C'est quelque chose, voilà, où j'essaye de viser, plutôt, la justesse, j'essaie d'être, de me comporter bien, enfin d'avoir un ensemble de choses qui font que, voilà, je vis selon, les valeurs que j'ai envie de m'appliquer et donc si j'ai vraiment tort sur quelque chose qui m'est cher, je pense que je vais avoir un sentiment d'avoir raté, un sentiment d'échec et je pense que ce serait vraiment pas évident. Est-ce que ça t'arrive de continuer de défendre ton point de vue, même après avoir compris que tu avais tort? Je pense que c'est quasiment systématique que je défende mon point de vue, même quand j'ai compris que j'avais tort. Il y a d'une certaine façon, ce côté où, passé un certain stade, malheureusement, je rentre plus dans un débat sain et en fait, mon but, c'est juste de rendre le fou l'autre. Et finalement, oui, j'ai tort, oui, je pourrais l'accepter, ça clôturerait bien le débat, mais malheureusement, j'ai pas cette, intelligence d'esprit sur le moment de vouloir le faire. Et donc souvent, je m'enterre dans des débats qui ont un peu ni queue ni tête, parce que, voilà, il y a une partie où j'aime bien un peu embêter le monde et c'est vrai qu'effectivement avoir tort, c'est pas évident, c'est un peu comme les excuses. C'est toujours plus facile de faire la bêtise. Par contre, revenir demander pardon, c'est jamais évident. Donc je pense que vraiment, oui, ça m'arrive clairement, de continuer de défendre mon point de vue, même si j'ai compris que j'avais tort. Comment vis-tu le fait d'avoir tort? Avoir tort, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Je pense que c'est un peu ressorti dans mes réponses précédentes. C'est un sentiment que je trouve vraiment pas agréable, et pourtant j'aime débattre et j'aime avoir des gens qui ont des avis qui sont contraires aux miens, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on évolue. Mais pour autant, le 1er sentiment, le premier ressenti quand j'ai tort, c'est vraiment cet énervement finalement, cette défensive que je vais prendre, parce que j'aime pas ça et avoir tort, c'est rater et j'aime pas rater. Donc du coup, forcément, c'est un mélange de plein de choses qui ne sont pas des sentiments, hyper agréables. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un a réussi à te faire changer d'avis? Et honnêtement, est-ce que c'était vraiment parce que son opinion te semblait être la bonne, ou est-ce que c'était parce que cette personne avait de l'influence ou une position hiérarchique supérieure ou que tu l'estimais, etc.? Je saurais pas mettre une date sur la dernière fois où quelqu'un a réussi à me faire changer d'avis. Puisque, c'est assez rare finalement. J'ai vraiment un fort caractère là-dessus et j'ai vraiment du mal à revoir mes positions sur les sujets qui me sont chers. Pour le coup, j'ai pas vraiment, d'exemple en tête là, d'une personne qui m'aurait fait changer d'avis récemment. Globalement, j'ai mes avis, j'ai une position et j'y tiens. Ça me dérange pas de parler de ces positions, d'écouter les positions des autres, mais par contre, j'attends pas à ce que les gens cherchent à me convaincre que la leur est la bonne. Et honnêtement, si quelqu'un me fait changer d'avis, je pense que c'est plus une question d'influence, je dirais, de se dire, voilà, c'est quelqu'un avec qui je tiens, c'est quelqu'un éventuellement qui aurait, une position, alors pas forcément une position hiérarchique, mais une position je dirais, de renom. Par exemple, je sais pas, si demain un scientifique m'explique, quelque chose que je ne connaissais pas sur la science, ou que je pensais connaître et du coup, qu'il m'explique l'inverse, le statut fera que je l'écouterai, du fait de dire, voilà, il est légitime, à me donner un avis. Maintenant, d'autres gens, honnêtement, j'ai pas forcément d'exemple en tête. Et je sais que je passe un peu pour un énorme connard imbu de lui-même en disant ça, pardon pour le gros mot. Cécile, tu liras ça au montage. Mais c'est vrai que le véritable sentiment, c'est que finalement, j'aime bien, échanger sur mes points de vue,
Je pense que les miens sont les bons parce que c'est ceux que je m'applique. Maintenant, si je dois changer d'avis, je pense que ce sera surtout, lié à la personne qui me le dira plus que l'avis en lui-même, finalement. Quand je dis à la personne, je pense au fait de sa responsabilité, de sa compétence, de sa relation qu'elle va avoir avec moi. J'ai des avis, assez arrêtés et qui évoluent peut-être dans le temps, mais pas tant, finalement. Non, Victor, je ne couperai pas au montage. Oh, ça va, c'est de bonne guerre. Ce que je trouve intéressant dans cet échange, c'est qu'à un moment ou à un autre, on peut tous se reconnaître dans le témoignage de Victor, et moi la première. Lui poser ces questions, des mois après nos derniers échanges, ça m'a presque rendu le personnage plus sympathique. Comme quoi, le temps fait parfois bien les choses. Alors non, c'est certain, on ne sera jamais vraiment copains. Nos conflits de valeurs et d'opinions sont beaucoup trop profonds. Mais cette discussion m'a rappelé un truc assez simple finalement. Malgré nos désaccords, on fonctionne tous un peu pareil. Ce sont les mêmes peurs, les mêmes motivations, les mêmes mécanismes qui se rejouent encore et encore. Sa réaction aurait très bien pu être la mienne ou la vôtre. Et avec le recul, je me dis que j'aurais sans doute dû appuyer sur pause pendant nos échanges, prendre un peu de distance, observer son comportement, réaliser qu'il n'était pas si différent du mien, et ajuster le tir. Comprendre qu'il n'était pas fondamentalement contre moi, mais surtout occupé à protéger sa propre position. Et peut-être que là, on aurait pu continuer de covoiturer. Oui, parce que vous vous doutez bien que cette situation n'a pas pu durer et que, désolé pour l'écologie, on a choisi de protéger notre paix intérieure. Dans le cas de Victor, ça va. Il se remet en question et il a conscience qu'il doit travailler sur certaines de ses réactions. Depuis tout à l'heure, je parle de comportements certes très relous mais humains. Des désaccords, des malentendus, des égos un peu froissés, mais rien d'anormal jusqu'ici. Mais pour certaines personnes, cette remise en question est juste inimaginable et attention, car les excès sont bien plus proches qu'on ne le pense. Ces excès sont insidieux et peuvent prendre de nombreuses formes, mais par manque de temps, on va faire un focus sur 3 d'entre eux. Et c'est parti, on commence avec le sophisme. Dans la Grèce antique, les sophistes étaient des orateurs hors pair, considérés comme des spécialistes du savoir. Aujourd'hui, l'expression a été quelque peu détournée pour parler d'une figure de style toxique du quotidien. En gros, notre envie d'avoir raison est tellement forte qu'on met tout en œuvre pour gagner. On sélectionne les arguments qui nous arrangent, on sort une phrase de son contexte, on déforme légèrement la position de l'autre pour la rendre plus facile à attaquer. C'est d'autant plus efficace lorsque le sophiste en question possède de réelles bases dans le sujet qu'il défend. Appuyer ses propos de 2-3 faits vérifiables, c'est parfait pour poursuivre ces petites manigances de manipulateur hypocrite. Et le pire dans tout ça, c'est que celui qui utilise la technique du sophisme est souvent sincère. Il croit vraiment être du côté de la raison. C'est pour ça que c'est aussi efficace et dangereux. On peut dire que le sophisme, c'est un peu la première étape des excès. On utilise toutes et tous cette technique à un moment donné, que ce soit conscient ou inconscient. Si lors d'une discussion, vous vous rendez compte que votre interlocuteur utilise cette méthode, un conseil, laissez tomber. Vous ne parviendrez pas à le convaincre de votre point de vue, il tient beaucoup trop à sa propre réalité. C'est hyper dur à mettre en pratique, je comprends qu'on ait envie de convaincre l'autre, mais il faut savoir choisir ses combats et garder de l'énergie pour ce qui en vaut la peine. Lorsque l'on s'enfonce plus loin sur le chemin sinueux des excès, on tombe sur le syndrome d'hubris. En grec, hubris signifie démesure, et les personnes atteintes de ce trouble de la personnalité en sont le parfait exemple. Peu importe l'âge ou le sexe, lorsque vous atteignez les hautes sphères du pouvoir et que vous pouvez faire à peu près tout ce qui vous chante, il y a de fortes chances pour que vous finissiez par développer un sentiment de toute puissance. Les personnes souffrant du syndrome d'hubris développent un narcissisme, une confiance et une arrogance excessive. Elles se surestiment en permanence, ont toujours l'impression d'avoir raison, sont intolérantes à la contradiction et ne se remettent jamais en cause. Elles sont impulsives, n'hésitent pas à user du mensonge et de la manipulation pour parvenir à leur fin et, bien évidemment, ces charmants humains n'ont aucune empathie. Ils n'hésitent pas à utiliser les autres pour servir leurs propres intérêts. Rien de bien scientifique, mais plusieurs des articles que j'ai feuilletés pour préparer l'épisode mentionnent notamment Poutine, Hitler ou encore Trump comme victimes de ce symptôme. Je viens de finir le docu Netflix sur Sean Combs alias Puff Daddy et mon petit doigt me dit que le type était fortement concerné par ce fléau. C'est très flippant toute cette histoire d'hubris quand même. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, j'en rajoute une couche, il n'y a pas de traitement. Le seul conseil lorsqu'on est proche de quelqu'un atteint du syndrome d'hubris, c'est fuir. F-U-I-R, pour se protéger. Et ce n'est pas une blague. Le dialogue est rompu dans toute manière, alors hop, on se fait la malle et on dégage vite fait. On arrive finalement au dernier excès dont nous parlerons aujourd'hui. Il s'agit de la fixette, aka cette incapacité à lâcher une idée. La fixette, c'est pas vraiment un concept officiel en psychologie, même si elle a été décrite sous plusieurs angles.
D'abord avec la notion de fixation, introduite par Sigmund Freud, qui explique la tendance de l'esprit à rester bloqué sur quelque chose. Puis avec la psychologie cognitive, qui parlera de la persévération. Le cerveau continue à répéter une même stratégie mentale, même lorsqu'elle devient inadaptée. Enfin, les travaux sur la rumination de Suzanne Nolan-Oxema montrent comment certaines pensées tournant en boucle sans mener à une solution renforcent rigidité, colère et sentiment d'avoir raison. Dans tous ces cas, la mécanique est la même. L'ego prend le volant. L'idée devient une extension de soi, et la contredire, c'est se sentir attaqué personnellement. J'ai pas mal réfléchi en créant cet épisode, et je me suis dit qu'à l'avenir, il faudrait que j'arrive à me rappeler de quelques petites choses simples qui changent la vie. 1. S'énerver ne sert à rien. 2. Quelqu'un qui n'est pas ouvert à la discussion ne sera jamais convaincu par mon point de vue, il n'est pas là pour ça. 3. Il existe autant de réalités et donc de vérités différentes que d'êtres humains. 4. Si mon interlocuteur n'a pas envie d'adopter mon point de vue, je n'ai pas à le prendre personnellement, mon opinion ne constitue pas qui je suis en tant que personne. Et puis, au fur et à mesure de l'écriture du script, mon cerveau est un peu parti en live, je dois l'avouer, et je me suis demandé si avoir raison n'était pas en fait une pure illusion. Penser seul, sans avoir personne qui nous challenge, s'enfermer dans un seul groupe de pensée, c'est surtout tourner en rond avec son propre cerveau, celui même qui adore nous arranger la réalité. Vous ne vous demandez jamais, vous, est-ce que j'ai raison ou est-ce que tout ça a été créé de toutes pièces comme dans le Truman Show ? Il y a 2500 ans, Socrate disait « Je ne sais rien si ce n'est que je ne sais rien ». Son approche consistait à dire que la vérité n'appartient à personne, qu'elle émerge dans le dialogue par des questions et des contradictions. Selon lui, être certain, c'était déjà s'éloigner du vrai. Je crois que je commence à voir ce qu'il veut dire. Finalement, durant tout cet épisode, j'ai parlé d'avoir raison sans mentionner une seule fois le doute et ses vertus. Parce qu'entre deux certitudes, dans cet espace incertain, il y a de la place pour le doute. Et si c'était justement là que quelque chose de vrai pouvait commencer ? Je vous laisse méditer là-dessus. C'était Cécile pour un nouvel épisode de Flou. N'hésitez pas à me partager ce que vous en avez pensé depuis le compte Instagram flou-podcast. Et si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner ou laisser des petites étoiles sur Spotify. Ça fait toujours plaisir. On se dit à très vite pour une nouvelle discussion.